Salut Owen, Salut. je voulais t'interviewer aujourd'hui, je voulais qu'on discute un peu tous les deux, parce que c'est un peu la semaine du Bitcoin sur le MakerCast, enfin les gens qui m'ont suivi l'ont vu, j'en ai beaucoup parlé, et on m'a posé plein de questions, et je me suis dit ça serait vraiment cool d'interviewer un gars qui s'y connaît beaucoup plus que moi, qui est à fond dedans, dont c'est le métier, je crois, pour que tu nous aides un peu à répondre à ces questions, et puis aussi parce que je trouve que tu as un parcours qui est vachement impressionnant. Je crois que tu as 20 ans, est-ce que tu peux expliquer un petit peu rapidement quel est ton parcours, qu'est-ce que tu fais dans la vie et comment t'en es venu à t'intéresser au Bitcoin et aux crypto-monnaies en général? D'accord. Déjà, je voulais te remercier parce que c'est toi qui m'as contacté, c'est toi qui m'as proposé de venir aujourd'hui et tu me proposes de parler du Bitcoin et des monnaies virtuelles à un nouveau public, des gens qui ne savaient pas particulièrement ce que c'était. Et c'est mon objectif de démocratiser ça. Donc, je voulais te remercier tout d'abord sur tes objectifs et sur ta volonté à toi d'expliquer cette technologie au plus grand nombre. Bah merci à toi, t'as une chaîne YouTube où t'en parles, non? Tout à fait. J'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Hasher, donc H-A-S-H-E-U-R, et qui parle sur YouTube des monnaies virtuelles, qui a commencé par qu'est-ce que c'était, la blockchain, les monnaies virtuelles, tout ça, quoi, tout ce monde-là et ces mots compliqués, et qui maintenant commence à détailler un petit peu plus, mais on s'adresse à la base à monsieur tout le monde, monsieur qui ne savait même pas ce que c'était une monnaie virtuelle, avec dont des je mots faisais simples et en vulgarisant tout ce qui est un ouais peu compliqué. dont je faisais partie. D'ailleurs, j'ai appris plein de trucs sur ta chaîne, donc moi aussi je te remercie pour tout ce contenu que tu mets gratuitement à la disposition des gens. Et il y a le lien bien sûr vers ta chaîne en description du podcast pour tous ceux qui veulent aller s'abonner et je vous le conseille. Merci beaucoup. Donc, tu m'as dit en gros, en quelque sorte, mon aventure, quoi, d'où je Ouais. viens et mon chemin. Donc, si tu veux, depuis toujours, j'ai un problème avec la génération de revenus. Depuis que je suis tout petit, c'est vraiment tout petit, tout petit, tout petit. Ouais. Ça a commencé vers 6-7 ans. J'ai eu quelques problèmes à l'école parce que j'essayais de vendre un peu tout partout. Puis après, j'ai grandi un peu plus, puis on commençait à être un peu plus intelligent. Au collège, je commençais à vendre des produits pour les téléphones, des accessoires. Puis ensuite, je suis arrivé au lycée, puis j'ai fait beaucoup d'informatique, puis j'ai commencé à monter un serveur Minecraft quand j'avais 13 ans, Ouais. qui a eu pas mal de succès, qui a touché à peu près 100 000 utilisateurs en France. Ah ouais. Donc j'ai développé ça. Puis après, au lycée, j'ai commencé à me dire, bon, maintenant, je suis capable d'identifier les besoins des gens, donc je vais essayer de leur fournir des produits en fonction de leurs besoins. Puis j'ai eu encore une fois des problèmes avec mon lycée parce que je commençais à faire un peu d'argent quand même, ça commençait à être assez gros. Ouais. Puis après, j'ai découvert le monde des paris. Le problème, c'est que j'avais 14-15 ans, donc j'avais pas le droit. Donc j'utilisais l'identité de mes parents. J'ai trouvé une faille sur un site qui s'appelle Winamax. Je sais pas si tu connais Winamax. Ouais, c'est connu. C'est un site de paris sportifs. J'avais trouvé une faille là-bas. Du coup, j'ai utilisé cette faille pour gagner de l'argent. Puis, j'ai eu des problèmes parce qu'on n'a pas le droit d'utiliser des failles. C'est pas beau. Enfin, c'est l'histoire Le de gars ma à vie. 16 ans est sur la liste noire de tous les sites de paris sportifs, quoi. C'était quelque chose de petit. J'avais trouvé une faille pour gagner de l'argent. Moi, je Ouais. me suis enflammé en quelques heures. J'ai fait 7, 8, 10 000 euros. Je me suis Ah tout ouais. de suite fait taper sur les doigts. Je me suis fait attraper tout de suite. Mais bon, quand t'es gamin, t'as 15 ans, t'appuies sur un bouton, il y a de l'argent qui arrive. Qu'est-ce que j'ai fait? Tu J'ai le fais. appuyé toute la soirée sur le bouton. C'est ce que j'ai fait. Donc bon, voilà. Et après, je suis rentré dans les clous. J'ai commencé à me spécialiser un peu dans le business, puisque après mon baccalauréat scientifique, je me suis orienté vers l'EDEC Business School. J'ai été pris dans cette école qui permet d'avoir un Master 1 en 4 ans, donc c'est l'équivalent bachelor. Et au bout de 2 ans, je me suis dit, je vais monter ma chaîne YouTube. J'ai commencé à parler de toutes les façons de gagner de l'argent sur Internet, tout ce que j'aime un petit peu, donc les paris sportifs, le blackjack, les jeux de hasard, le comptage de cartes, tous ces trucs-là. Et puis j'ai découvert les monnaies virtuelles que je connaissais déjà depuis 2-3 ans, mais cette fois-ci j'ai creusé. Donc c'était J'ai vraiment à quel creusé. moment ça? Il y a le moment où j'ai vraiment commencé à creuser profondément sur les monnaies virtuelles, je dirais c'est il y a un an. Ok. Il y a un an et demi. Et au bout d'un an, je me mets à faire des vidéos car je me dis, mais moi, j'ai galéré à comprendre qu'est-ce qu'une monnaie virtuelle, qu'est-ce qu'une blockchain, comment ça marche. C'était affreux, 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 affreux. Et toutes les personnes qui connaissaient vraiment, ils étaient incapables de m'expliquer parce qu'ils utilisaient des mots qu'ils avaient compris, mais que je comprenais pas moi. Et ils Ouais. me regardent à la fin de la phrase en mode, c'est bon, t'as saisi? Non, non, je suis désolé. Si t'expliques un mot compliqué avec un autre mot compliqué, on s'en sortira jamais. Et donc, j'ai vulgarisé. Alors, j'ai vulgarisé très tôt, à tel point que j'étais même moi-même pas tout à fait calé sur le sujet, sans caméra, avec un son horrible. Enfin, c'était vraiment mes premières vidéos sont affreuses, quoi. Et j'ai quand même eu du succès sur ces vidéos. Donc, ça m'a enflammé. Donc, j'ai commencé à développer ça. Un jour, j'ai voulu investir. J'ai vu que c'était compliqué d'investir. J'ai regardé les différentes façons d'investir sur les monnaies virtuelles. Et j'ai vu qu'il n'y avait pas non plus de solution simple. Et donc, je l'ai créé et j'ai demandé
aux gens qui me suivaient sur YouTube, si ça vous plaît, combien vous serez prêt à investir dans cette solution? Et là, ça a explosé. On a monté la société Just Mining. On a fait presque un demi-million d'euros de vente en 3 mois. Et aujourd'hui, je me retrouve, pour terminer mon cursus scolaire à l'autre bout de la planète, à manager ma société qui est en France et qui propose des solutions là-dessus. Et je continue à proposer du contenu gratuit sur YouTube pour expliquer un petit peu ce qui se passe sur le Bitcoin, qui a explosé et qui justifie d'ailleurs que on se rejoint sur Skype avec un petit peu de retard et que tu m'as envoyé un petit mot en mode qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu es en retard? Ben, c'est parce que le Bitcoin vient de dépasser les 5000 euros et tu me l'as dit toi-même, presque les 6000 dollars. Voilà en gros mon petit chemin et où j'en suis aujourd'hui. C'est alors juste avant de revenir sur Just Mining, ça m'intéresse. Moi, j'adore ce parcours, vraiment, ce genre de parcours qui pourrait faire une biographie, tu vois, si un jour t'es riche et célèbre. Parce que tu vois, moi j'ai fait une école de commerce. En école de commerce, t'as plein de gens qui ont envie de créer une boîte parce que c'est stylé, parce que c'est hype, tu vois, mais qui ont jamais rien vendu, qui ont jamais tenté quoi que ce soit, tu vois. Ils sont juste dit, ça serait cool de me balader à Paris, aller voir mes fournisseurs avec mon costard et mon t-shirt parce que c'est cool, tu vois. Et à côté, tu vois, t'as des gens un peu, tu vois, la Xavier Niel qui ont fait toutes les magouilles possibles, inimaginables entre 12 et 18 ans. Et ces gens-là, souvent, tu sens qu'ils ont du sang d'entrepreneur qui coule dans leurs veines, quoi. Donc, je sais pas, si je devais miser sur une boîte, moi, je miserais en premier sur une boîte d'un gars comme toi que d'un gars qui sort d'école de commerce, qui a jamais rien fait et qui décide de lancer une boîte avec 4 autres mecs d'école de commerce, tu vois. Donc ça, moi, c'est vraiment... C'est drôle parce que j'ai eu la même discussion avec 2-3 amis d'école de commerce. Il y a très peu de temps. Je me suis fait un petit groupe d'amis dans mon école de commerce, dont un de mes amis qui s'appelle Hugo Debiève, dont je donne son nom là, et je lui parlais beaucoup et je lui dis, mais moi, c'est ce qui m'a étonné aussi. En école de commerce, je pensais que j'allais arriver, tout le monde allait se battre, tout le monde allait monter son business, tout le monde allait tenter, tout le monde allait faire ses erreurs, Et puis il m'a dit mais non, ça c'est les fous qui testent tout plein de trucs bizarres comme tu le fais, qui tirent sur toutes les cordes, qui essayent de voir des opportunités, qui se mangent, qui réessayent. T'es fou, mais c'est ça qui fait que du coup je m'entends bien avec cet ami-là parce que il est décalé comme moi, on a chacun nos objectifs bien particuliers. Mais oui, t'as tout à fait raison et il y a pas autant de monde que ça qui essaye un petit peu tout partout comme je pensais que c'était à l'origine en école de commerce. Ouais. Alors, ta société Just Mining, tu l'as évoqué rapidement. En gros, le minage de Bitcoin, j'aurais déjà parlé un petit peu, j'ai essayé de l'expliquer, mais le minage de Bitcoin, c'est la création de Bitcoin en faisant tourner des ordinateurs. Et donc toi, ce que tu vends, c'est des appareils qui minent du Bitcoin pour les particuliers, c'est ça? Donc qui créent du Bitcoin en fait. Alors, est-ce que tu veux que je dise ce que c'est exactement le minage de Bitcoin? Vas-y. Ouais. Alors, tu as raison en partie, mais comme ça, je vais essayer de faire simple. Ouais. Alors déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une monnaie virtuelle, c'est comme une transaction classique avec des euros, sauf qu'actuellement, si je te fais un virement bancaire, c'est ta banque ou ma banque qui vont gérer la transaction. Ils vont m'enlever l'argent, ils vont la mettre sur ton compte. Jusque-là, tu es d'accord avec moi? Bien sûr. La monnaie virtuelle, c'est différent parce que quand j'envoie une transaction, imaginons que je t'envoie un Bitcoin, d'accord? La transaction, je l'envoie à la blockchain, je l'envoie pas à ma banque. Et la blockchain, en fait, c'est des milliers et des millions de personnes même dans le monde qui ont un ordinateur chez eux, et c'est cet ordinateur qui va faire le travail de notre banque. C'est-à-dire que l'ordinateur, il va voir la transaction arriver, il va dire d'accord, Owen, il essaye d'envoyer un Bitcoin, d'accord. Est-ce qu'il a bien ce Bitcoin? Oui, non. Est-ce que Antoine a bien un compte? Oui, non. Est-ce que cette transaction peut bien être faite? Et en gros, l'ordinateur va vérifier et va faire un calcul, d'accord? On appelle ça un mineur de Bitcoin, cet ordinateur. Et il va faire ce calcul et il va vérifier cette transaction. Si elle est possible, il va envoyer une confirmation. Il n'y en a pas qu'une. Il y a des centaines d'ordinateurs qui vont faire le même calcul, qui vont avoir le même résultat, puisque un calcul n'a qu'un seul résultat. Et quand il y aura une dizaine ou une vingtaine de confirmations, la transaction va avoir lieu. Voilà ce que c'est le minage de Bitcoin. C'est quand un ordinateur vérifie des transactions qui arrivent et à l'origine, cet ordinateur, il récupère une petite commission, bien sûr, parce que si je t'envoie un Bitcoin, il y a une petite commission. Les ordinateurs qui vont vérifier cette transaction vont récupérer cette commission et ils vont récupérer également une toute petite part des nouveaux Bitcoins qui sont créés chaque jour et qui arrivent sur le système, en fait. Ok, mais alors on sait aujourd'hui qu'il y a des grosses fermes de Bitcoin en Islande ou en Chine. Est-ce qu'un gars chez lui, juste en faisant tourner sa machine, peut toujours espérer gagner un peu d'argent? En tout cas, pas autant qu'avant, on est d'accord? Alors, en faisant du minage de monnaie virtuelle, d'autres monnaies virtuelles, oui. Okay. On peut faire de l'argent même avec sa propre machine. Par contre, il y a eu un changement dans le monde du Bitcoin.
Le Bitcoin, ce qui s'est passé, c'est qu'à la base, le but, c'est que plus ton ordinateur est puissant, plus tu fais de calculs, plus tu peux faire de vérifications, et donc plus tu prends de commissions. Jusque-là, ça semble assez simple. Ouais. Le truc, c'est que ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un gars qui s'est dit, mais mon ordinateur, moi, il consomme beaucoup d'électricité, il peut vérifier moyennement beaucoup de transactions, parce que c'est un ordinateur classique, il n'est pas non plus fait exprès. Qu'est-ce qui se passe si du coup je regarde qu'est-ce qui est puissant dans mon ordinateur? Alors ils ont regardé, puis ils se sont dit, bah, c'est le processeur qui fait tous les calculs. Eh ben, on n'a qu'à prendre une machine, on met 20 processeurs dedans, on met pas d'écran, pas de carte graphique, on met pas tout le reste qui sert à rien, et du coup on va avoir un truc qui consomme moins d'énergie, et qui fait beaucoup plus de calculs, et donc qui rapporte beaucoup plus de commissions. Et d'année en année, optimisé à fond pour le minage, quoi. Exactement. Et ben c'est tellement optimisé que c'est même plus un ordinateur, on appelle ça un ASIC. C'est un espèce de tube avec un ventilateur à l'avant, à l'arrière, des processeurs à l'intérieur. Et le problème, c'est qu'un ASIC Bitcoin, c'est 1 million de fois plus puissant qu'un ordinateur. Oui. Et donc aujourd'hui, tu peux toujours miner du Bitcoin avec ton ordinateur, mais quand ça va te coûter 10 € d'électricité, tu vas gagner 1 centime de Bitcoin. C'est totalement inutile. Et donc, pour miner du Bitcoin, je dis bien Bitcoin, il faut avoir un ASIC mineur, c'est-à-dire une machine qui est faite exprès pour ça. Et est-ce que finalement, il n'y a pas un risque? Moi, c'était un pote qui était en études, enfin, qui est étudiant ingénieur qui me disait ça, qui disait qu'il y avait un risque qu'il y a des ordinateurs dans le futur qui soient tellement puissants que ça puisse compromettre la blockchain. Il parlait des ordinateurs quantiques. Je voulais savoir si tu avais entendu parler et ce que tu en pensais. Tout à fait. Et on appelle ça le risque 51. Alors, l'avantage de la blockchain, comme je te l'ai dit, c'est qu'il y a des milliers de personnes qui vont vérifier la même transaction. Un ordinateur peut faire une erreur. 50 ordinateurs ne peuvent pas faire la même erreur sur le même calcul. C'est pas possible. Et donc, quand ta transaction elle est vérifiée, que le Bitcoin il part de mon compte, qu'il arrive sur le tien, et que cette transaction est écrite sur le livre géant de la blockchain, ON a donné à telle heure un Bitcoin à Antoine, on peut plus revenir en arrière. On peut plus revenir en arrière parce que ça a été écrit par toutes les machines. Ce livre-là, cette espèce de grosse information, elle est en ligne et tout le monde peut la voir. Je peux pas dire dans 2 jours, non, c'est pas vrai, je t'ai pas donné mon Bitcoin, je veux toujours l'avoir. Car j'ai bien été d'accord, ça c'est écrit en ligne et il n'y a pas d'erreur possible. Sauf qu'imaginons maintenant que toi, Antoine, tu as tellement de puissance, d'accord, t'as un nouvel ordinateur quantique, d'accord, qui est tellement puissant que tu peux à toi seul faire plus de la moitié des calculs de la planète. Ça veut dire que à toi seul, tu diriges plus de 51% de la puissance du réseau Bitcoin, en fait, du réseau de minage, et tu peux toi-même faire les 20 vérifications tout seul. Et tu peux toi-même modifier ton ordinateur pour faire une erreur 20 fois, en quelque sorte, pour être vraiment vulgaire et vraiment simple. Ouais. Tu peux toi-même faire une faute et dire « Ah ben non, en fait, Owen, il en avait pas un dans son porte-monnaie, il en avait 20, et du coup, il en a envoyé 20 à Antoine. » Et du coup, tu te retrouves avec 20 bitcoins que tu as écrits sur ce livre alors que ce n'est pas vrai. D'accord. Parce que tu as pu, toi seul, en quelque sorte, piper la transaction et écrire ce que tu veux sur ce livre géant. Le truc, c'est que, pour rassurer un peu le monde, les ordinateurs quantiques ne sont pas prêts de voir le jour. Et aujourd'hui, même si le géant Google mettait toute sa puissance de calcul sur du Bitcoin, il n'aurait même pas 10% du réseau. Et donc, c'est impossible de rendre ce réseau... Enfin, c'est pas tout à fait impossible, ça on peut le voir quand on rentre vraiment dans les détails, mais on est très loin d'avoir du jour au lendemain un moyen de casser la sécurité du Bitcoin, tout simplement. Bon alors j'ai reçu plein de questions là qu'on m'a posées un peu sur Facebook, je me suis dit que j'allais les voir avec toi parce que tu serais plus calé que moi pour y répondre. J'ai une question par exemple de Romain qui dit on parle beaucoup de Bitcoin mais pas tellement de pourquoi l'utiliser. Saurais-tu nous donner une ou plusieurs raisons de préférer Bitcoin aux autres services dématérialisés comme PayPal? Et c'est vrai que ouais, c'est vrai enfin aujourd'hui le Bitcoin est utilisé pour plein d'autres choses, tu vois, beaucoup comme un investissement, comme une réserve de valeur, comme un outil de spéculation. Est-ce que finalement le vrai intérêt du Bitcoin au départ, qui était par exemple que c'était léger et gratuit, est pas en train de disparaître puisque c'est de plus en plus lourd et de moins en moins gratuit? Alors non et non. Alors déjà, à l'origine, c'était même pas pour être léger et gratuit le Bitcoin, c'était pour être décentralisé, montrer qu'on n'a pas besoin de passer par un établissement pour réaliser une transaction. C'est ce qui s'est passé avec Uber, c'est la même chose. On n'a pas besoin de passer par une société pour se déplacer. On peut appeler un chauffeur, qui est un gars comme nous avec sa voiture, pour se déplacer. Ça s'appelle la décentralisation. Et c'est le cœur même, l'origine, l'objectif, et c'est ce que le Bitcoin a voulu apporter au 21e siècle, à notre siècle en quelque sorte. C'est vraiment ça, l'objectif. C'était même pas d'être léger et gratuit à la base.
Ensuite, c'était oui, léger et gratuit, et ça l'est devenu un petit peu moins, car il y a tellement de gens qui l'ont utilisé, qu'il a été saturé, et du coup, pour avoir sa transaction, il fallait payer 1 € de frais. Alors 1 € de frais, ça paraît pas grand-chose, mais quand on envoie 10 €, c'est énorme. Ouais. Donc oui, ça a perdu un petit peu de ce sens-là. Il faut savoir que le Bitcoin, en ce moment, il est en train d'évoluer. Justement, on appelle ça la scalabilité. C'est le fait que si demain, il y a 20 fois plus de personnes qui l'utilisent, mais qu'il n'y a pas 20 fois plus de mineurs, tu comprendras avec moi, et c'est logique, les transactions sont plus chères, parce qu'il n'y a pas plus de gens pour les vérifier, mais il y a plus de gens qui les utilisent. Ouais. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que là, on est en train justement de faire des mises à jour sur le Bitcoin. Il y a eu une première mise à jour qui permettait d'accepter 2 fois plus de transactions. Et là, il y a plein de débats compliqués en ce moment sur la technologie, comment la faire évoluer. Mais l'objectif, c'est que ce soit toujours léger, rapide et peu cher. Et ce qu'il faut savoir, c'est que actuellement, on peut envoyer une transaction en Bitcoin de 1000 ou 2000 € en payant 4 ou 5 centimes de frais. Pour moi, c'est toujours léger. Après, la transaction peut mettre quelques heures à arriver si on veut mettre que quelques centimes. Mais en mettant 1 € de frais de transaction, la transaction, elle arrive en quelques minutes, même aujourd'hui. Ouais. Donc, je pense que c'est toujours léger, rapide et optimisé, quoi. Après, pour répondre à ce commentaire que tu as eu sur Facebook, les objectifs du Bitcoin, c'était vraiment ça, être libre. À l'origine, c'est être intraçable. Maintenant, il y a des monnaies vraiment transparentes. Le Bitcoin, je pense que c'est tellement en train de devenir la monnaie référence qu'il ne sera plus tout à fait anonyme, qu'on utilisera d'autres monnaies pour ceux qui veulent être anonymes, mais qu'à l'origine, c'est vraiment montrer qu'on peut faire une transaction qui a une valeur en euros, décentralisée, rapide, sécurisée, et sans passer par monsieur ou madame la banque qui nous oblige à suivre tel frais et à respecter telle norme. Ok, alors j'avais une autre question de Sandra qui rebondissait un peu là-dessus, qui disait justement sur les valeurs et les objectifs du Bitcoin au départ, qui étaient la décentralisation, l'alternative qui permettait de se détacher du système bancaire, qui aujourd'hui s'est un peu transformé parce qu'on va surtout passer des articles à visée spéculative ou qui plutôt dans un objectif d'investissement que dans un objectif de transaction simplifié. Et finalement, on voit que beaucoup de gens continuent à utiliser l'argent normal, les euros, les dollars au quotidien parce que c'est plus simple et que c'est accepté partout, mais finalement utilisent les bitcoins uniquement dans un objectif soit d'investissement pour le long terme, donc sans les dépenser en tout cas tout de suite, ou dans un objectif de spéculation ou alors d'investissement court terme. Est-ce qu'on peut encore parler d'un système d'échange alternatif? C'était la question en gros de Sandra. Alors, je vais rebondir très rapidement, juste avant de répondre à ça, sur une question que je vais te poser à toi. Vas-y. Je t'envoie dans le passé, d'accord? Je t'envoie dans le passé à l'aube d'Internet, d'accord? Quand Internet vient d'être découvert, quand on dit que c'est le futur, qu'est-ce que tu fais avec ton argent? Est-ce que tu vas aller sur le Facebook du moment pour jouer à un Candy Crush? Ou est-ce que tu vas utiliser tout ton argent pour investir dans des sociétés comme Google? Ce qu'il aurait fallu que je fasse. Après, moi, j'avais 4 ans, tu vois, donc je sais pas trop, mais... C'est exactement ce qui se passe actuellement sur le Bitcoin. Les gens qui le découvrent et qui découvrent cette technologie se rendent compte que c'est l'avenir, que c'est le futur et qu'il y a vraiment une opportunité. Ouais. Et c'est pour ça que 90% des gens qui parlent tout le temps du Bitcoin, ce sont des investisseurs. Car avant de l'utiliser pour aller payer son pain, ce qui se fera dans le futur, car actuellement on peut déjà le faire, mais on peut pas le faire partout. Si tu veux payer ton pain en Bitcoin, tu vas devoir chercher sur ton téléphone où tu peux payer en Bitcoin. Ouais. Dans 20 ans, je pense qu'on pourra le faire partout. En fait, ce que tu veux dire, c'est que quand tout le monde en aura des Bitcoins, le cours, oui, il aura explosé, mais au bout d'un moment, il arrêtera d'exploser et les gens vont commencer à vouloir les utiliser, en fait. C'est ça que tu dis. C'est ça. C'est ça. Avant d'être quelque chose qui sera vraiment utilisé par tout le monde pour la vie courante, actuellement, on a vu son potentiel et on sait que ça va exploser. Ouais. Ça aura explosé le jour où tout le monde l'utilisera dans la vie courante. Et c'est vraiment l'objectif. C'est une monnaie décentralisée. Et son objectif, c'est vraiment de permettre des transactions. C'est même plus loin que ça. Ça permettra le financement des entreprises, d'échanger entre particuliers, de se faire des prêts, des assurances. Tout pourra être basé sur ce système. Mais aujourd'hui, ce sont les gens les plus malins, on va dire, qui ont senti que ça va exploser et que tout le monde utilisera ça à l'avenir. Et donc aujourd'hui, les gens investissent. Voilà. Alors, et c'est pour ça que oui, je t'écoute. Pardon. Ouais, non, je dis on parle du Bitcoin. Est-ce que moi, ce que j'avais un peu l'impression, c'était que le Bitcoin, ça serait un peu l'or numérique, ça restera une valeur de réserve et que peut-être ce serait une autre crypto-monnaie plus légère ou plus moderne qui pourrait être utilisée parce qu'on a plein des crypto-monnaies et plein d'autres qui sont concurrentes au Bitcoin qui pourraient être utilisées comme pour acheter son pain justement. Qu'est-ce que tu en penses toi? Tout à fait. Moi, je suis d'accord avec toi. Alors, pour l'instant, ça reste quand même le Bitcoin le plus utilisé, même pour acheter son pain aujourd'hui, parce que c'est le plus connu. Voilà. Après, le Bitcoin, il aura toujours des limites, il aura
toujours des contraintes, c'est sûr, parce qu'il doit respecter un code de base qui lui a été imposé à l'origine. Et je pense, oui, que peut-être pas dans 3-4 ans, parce que c'est le Bitcoin qui va continuer à se démocratiser, mais que pour payer son pain rapidement, sans frais, on utilisera peut-être une autre monnaie. C'est tout à fait possible. Moi, je pense que le Bitcoin restera quand même la monnaie mère, parce que c'est l'or, comme tu l'as dit. C'est limité. Ouais. Le Bitcoin, c'est défini dans son code, il n'y en aura pas plus de 21 millions. C'est le plus rare, c'est le plus connu, et la plupart des monnaies virtuelles qui n'ont pas un prix en euros ont un prix en Bitcoin. Et donc, ce qui fait, c'est que je suis d'accord avec toi. Je pense que si le Bitcoin explose d'ici les 4-5 années qui viennent, comme je l'ai dans ma tête, et que tout le monde se met à l'utiliser dans la vie de tous les jours, je pense que le Bitcoin, ce sera vraiment une valeur refuge. Ouais. Et on va utiliser autre chose, comme les monnaies qu'on a aujourd'hui. Et c'est d'ailleurs déjà une valeur refuge quand tu vois des pays qui sont en crise, comme le Venezuela ou l'Argentine, je sais plus, qui se ruent un peu sur le Bitcoin dès que le système bancaire est fragilisé. Tout à fait. C'est du courage qu'ils ont, parce que le Bitcoin, ça reste une valeur qui est très volatile. Ça peut descendre très vite, comme ça peut monter très vite. Mais oui, de plus en plus de gens commencent à l'utiliser comme une valeur refuge, car on sait que quoi qu'il arrive, derrière le Bitcoin, quelle que soit sa valeur, il n'y en aura jamais plus de 21 millions. Et le fait qu'il y en ait si peu, parce que c'est ridicule 21 millions, le fait qu'il y en ait si peu, ça augmente sa valeur, et c'est pour ça qu'on avait un Bitcoin qui valait même pas... on avait pour 1 euro, on pouvait avoir des centaines de Bitcoins à l'origine du projet, quoi. Ouais. C'est important de le préciser parce que des gens, tu vois, parfois tu dis le Bitcoin va être limité à 21 millions, on pourrait penser que quand tous les 21 millions seront distribués, on pourra plus l'utiliser, ce qui évidemment est pas vrai parce qu'en fait quand les 21 millions seront distribués, juste il va prendre beaucoup de valeur et on s'échangera des centièmes de Bitcoin comme on fait déjà aujourd'hui. C'est ça. Et d'ailleurs, pour remettre un mot là-dessus... Ouais, vas-y. Oui. Excuse-moi, je t'ai coupé. Non, je disais, s'il y a 5 millions de bitcoins qui disparaissent ou qui brûlent, pas qui brûlent, tu vois, mais qui brûlent immatériellement, que quelqu'un perd, tu vois, par exemple, ou qui sont volés, il en reste 14 millions. Et 16 millions, et ce seront les 16 millions qui seront en circulation, et donc qui vont prendre de la valeur. En gros, c'est ça. Exactement, tout à fait. Et on peut justement, comme tu l'as dit, c'est une monnaie qui est divisible. On peut s'échanger des micro-centimes de Bitcoin. D'ailleurs, la plus petite valeur, c'est 0,0000001 Bitcoin, et ça s'appelle un Satoshi. Pour te dire à quel point on peut s'envoyer des fractions, et on pourra toujours communiquer et s'envoyer des petits bouts de Bitcoin. On n'est pas obligé de faire une transaction et de s'envoyer un Bitcoin à chaque fois, bien entendu. Satoshi, qui est le prénom de Satoshi Nakamoto, qui est le créateur inconnu du Bitcoin, c'est ça? C'est ça, c'est son prénom, pseudonyme. Il y en a certains qui disent que c'est un groupe. Ils ont retrouvé un petit retraité. Ils ont trouvé un petit retraité. Ils ont mis une photo. Tout le monde pense que c'est lui. D'ailleurs, moi-même, au début, tout début, j'ai dit c'est lui le créateur. Je ne savais pas qu'on connaissait pas. On savait pas il y avait qui derrière. Le mec s'est fait harceler pendant 3 mois parce qu'il avait le malheur de s'appeler Satoshi Nakamoto. En fait, c'est ça. Et il va continuer à se faire harceler parce que chaque jour, on a 10 fois plus de gens qui s'intéressent à cette monnaie. Et puis, les gens qui réfléchissent pas pensent que c'est lui. Puis, si on le connaît, lui, toute sa vie, il va être suivi. Lui, il va être suivi. Ok. J'ai une autre question, une question pas con, là, de François, qui dit, est-ce que tu penses pas que ça va être comme la bulle Internet? Alors ça, beaucoup de gens le disent, mais qu'en gros, c'est un truc révolutionnaire, ça va être un truc révolutionnaire, mais il me dit, tu crois pas que ça va s'effondrer totalement, comme la bulle Internet, puis repartir à nouveau, et qu'il faudra investir à ce moment-là, juste après la chute? Qu'est-ce que t'en penses? Alors, moi, j'ai envie de lui répondre, qui te dit que la bulle, elle a déjà gonflé? Parce que peut-être que si un jour le Bitcoin... En fait, tout dépend. C'est possible. Il y a tellement d'enthousiasme d'investissement, c'est possible que le Bitcoin prenne une valeur exceptionnelle, qu'ensuite il explose, car on se rend compte que ça a pris de la valeur juste parce que tout le monde pensait que ça allait prendre de la valeur, et qu'ensuite ça continue à grossir comme le Internet qu'on a connu. Ça, c'est une possibilité. Oui. La réponse à cette question, c'est oui. Par contre, est-ce qu'aujourd'hui, avec un Bitcoin à 5000 €, est-ce que c'est déjà une bulle? Moi, je suis pas sûr. Si demain matin, je me lève et que le Bitcoin est à 1,5 million d'euros, là, oui, il y a peut-être une bulle. Les gens ont peut-être... Tout le monde s'est peut-être trop intéressé, peut-être que la bulle va exploser, le Bitcoin va redescendre, par exemple, à, 10 ou 20 000 €, et là, il aura une croissance normale. C'est possible. C'est exactement comme j'ai dit tout à l'heure sur Internet. Au début, tout le monde a senti qu'Internet allait exploser, mais il y a eu tellement de gens qui l'ont senti d'un coup, qu'il y a eu une explosion sur le papier, et qu'ensuite ça s'est effondré, car Internet allait exploser, mais petit à petit.
Google ne s'est pas fait en un jour, comme Ouais. Rome d'ailleurs. Ça prend du temps. Et même si la technologie est exceptionnelle, ça va prendre du temps. Et d'ailleurs, avant la bulle, enfin, à la première bulle, enfin, à la bulle Internet, tout simplement, il y avait des entreprises qui existent toujours aujourd'hui. Il y avait Amazon, par exemple, je crois, qui est toujours là et qui est devenu énorme. Donc, tout n'était pas forcément acheté à la première bulle Internet. Maintenant, j'ai une... Alors, juste sur les investissements, j'ai l'impression que les gens disent ça tout le temps, en fait, que le Bitcoin est trop cher maintenant et que c'est plus intéressant d'acheter. Mais les gens disaient la même chose quand il valait 3000, les gens disaient la même chose quand il valait 1000, les gens disaient la même chose quand il valait 500. À ton avis, jusqu'où concrètement peut monter le Bitcoin? Moi, j'aimerais ton avis à toi, qui n'est pas l'avis d'un magnat du Bitcoin, ou d'un excentrique, mais qui est vraiment l'avis d'un gars qui s'est renseigné, quoi. Eh ben, c'est justement pour ce que tu viens de dire que je refuse de répondre à cette question en général parce que je ne sais pas. Okay. Je ne sais pas. Oui, je vois bien le Bitcoin grossir, mais comme il a dit ton dernier commentaire sur Facebook, les gens peuvent très bien se dire que c'est une bulle et le Bitcoin peut tomber à 2000 euros demain. Et dans 3 ans, il peut monter à 10 000 et il peut réexploser et retomber à 4000 euros. Et puis remonter ensuite à 15 000. C'est exactement ça. On ne peut pas savoir. C'est comme si, au tout début d'Internet, avant même qu'il y ait une bulle d'Internet, qu'elle explose ou quoi que ce soit, quelqu'un dise ouais, à combien tu vois la valorisation d'Amazon? Eh ben, celui qui aurait dit 500 milliards comme aujourd'hui, eh ben, ça aurait été un idiot. Même si aujourd'hui, Amazon vaut vraiment 500 milliards. Ce n'est pas possible. C'est impossible à voir. Ça dépendra de ce qui va arriver. Ça dépendra de la technologie, de comment elle peut évoluer, combien de personnes vont s'y intéresser. Est-ce qu'elle va exploser d'un coup et donc retomber et s'effondrer d'un coup pour reprendre ensuite de plus belle? On ne peut pas répondre à ça. Je pense que le Bitcoin, c'est une technologie qui peut être utilisée par toute la planète. Ouais. Ça peut donc dépasser les 10, 15, 20 000 euros. C'est possible. Et peut-être même les rêves les plus fous qu'on voit sur Internet de Monsieur McAfee. C'est possible. Techniquement, c'est possible que ça atteigne 500 000 euros, par exemple, ou 1 million? Techniquement, sur le papier, c'est tout à fait possible que le Bitcoin dépasse cette valeur, et même de très loin. Il y a plus de millionnaires sur la planète que de Bitcoin. Donc à ce moment-là, pourquoi pas? D'accord. Tout à fait. C'est possible techniquement. Après, c'est un facteur humain qui est derrière, et je me refuse à donner un chiffre, comme beaucoup de gens aimeraient que je le fasse, à donner un chiffre énorme pour faire plaisir. Mais malheureusement, non, je fais pas partie de cela, et je peux pas faire le malin à dire une valeur que j'aurais simplement inventée pour faire plaisir aux auditeurs. Est-ce que justement t'as pas un peu l'impression que tes auditeurs ils veulent toujours que tu dises des bonnes nouvelles pour les conforter? Genre en gros, est-ce que tes vidéos où t'es enthousiaste font plus de likes que tes vidéos où tu présentes les risques, où t'es un peu méfiant, etc.? Bah, en fait, il y a de tout. Il y a des gens qui aiment de tout. Il y a des gens qui aiment quand je suis un petit peu pessimiste et les autres qui aiment quand je m'enflamme. Et c'est comme tout. Quand je mets une perte sur Internet, quand je mets un pari et que le pari, je dis bon, mais moi je vais acheter cette monnaie, je pense qu'elle va monter, et que la monnaie perd de l'argent, on me dit ouais, t'as pas honte de dire quelque chose quand t'es pas sûr. Et quand ensuite je dis bon, ben j'ai fait ce pari-là hier, j'ai gagné de l'argent hier, mais je n'en avais pas parlé car j'étais pas certain. Là, il y a un autre groupe de personnes qui viennent et qui disent t'as pas honte de ne pas nous prévenir. Ouais, mais faut pas faire ça, c'est pas sympa. Oui, mais c'est impossible parce que quel que soit mon choix est mauvais. Donc, ce que je fais maintenant, c'est que je donne mes conseils tout le temps, de temps en temps. Quand j'ai une bonne monnaie, que je la sens bien, je donne mes conseils. Quand elle perd, je dis aux gens, comme je l'ai précisé au moment où j'ai donné ce conseil-là, c'est à vos risques et périls. Et en attendant, quand ça se passe bien, les gens me disent merci et j'explique, c'est pas grâce à moi, c'est vous qui avez pris le risque, c'est vous qui avez fait cet investissement. Mais donc, si demain le Bitcoin revient à 20 $, tu vois, pour ce qui semble assez impossible, mais imaginons, t'as pas peur que les mecs t'attendent en bas de chez toi avec des fourches pour te dire à cause de toi j'ai tout perdu, j'avais tout misé dessus, tu m'avais enthousiasmé pour rien, non, tu t'en fous? Alors, si le Bitcoin il tombe à 20 $, je serai en bas de chez moi avec eux pour crier devant ma maison. Donc ça c'est sûr, je pense pas non plus. Je pense que même s'il y a un effondrement du Bitcoin, on aura énormément de mal à retrouver une monnaie qui descendra en dessous des 2000, 1500 ou 2000 euros. C'est Bitcoin quoi, voilà, et clairement, si ça arrive, il y a des gens et il y a des banques qui guettent cette opportunité pour acheter du Bitcoin en masse. Moi, le Bitcoin il redescend à 1500 €, je donne ma parole, il redescend en dessous, je vends ma voiture pour acheter du Bitcoin. Vraiment, je le dis et je le ferai. Je l'ai déjà fait avec l'argent de mes études, je le dis et je le ferai. Ouais. Et il y a des gens qui vont me vouloir parce qu'il y a des gens qui ont découvert cette monnaie, cette technologie. Après, moi, s'ils descendent en dessous de 20 € et qui sont énervés, je leur dis, écoutez, c'est pas grave, gardez-le dans 3 ans, il reprendra de la valeur, j'en suis certain. Alors, le seul petit risque qu'il peut y avoir, c'est qu'une nouvelle monnaie, on sait jamais, ça c'est un risque qu'on peut guetter. Je vois pas comment c'est possible, d'accord? Mais il peut y avoir une monnaie qui dépasse le Bitcoin. On a failli le faire avec l'Ethereum, même si ça aurait pas tué le Bitcoin, que l'Ethereum le dépasse, loin de là. Mais il faut quand même garder à l'esprit qu'il est possible qu'une nouvelle monnaie prenne le dessus et ridiculise le Bitcoin. Ça, c'est possible
dans les crypto-monnaies. Donc, il faut faire attention et il faut toujours diversifier. Et si un jour on met tout son argent, il faut pas mettre tout son argent que sur du Bitcoin. Il faut toujours garder quelques monnaies importantes au cas où une monnaie s'effondre, ce qui peut arriver à n'importe quelle entreprise en quelque sorte. Ok. Il y a Jérémy et Thomas qui demandent bon, c'est bien gentil le Bitcoin, mais il y a d'autres crypto-monnaies. C'est pourquoi choisir le Bitcoin parmi les autres et que valent les autres crypto-monnaies? Oh, que valent les autres crypto-monnaies? C'est tellement dur. Tu m'aurais donné 5 ou 6 noms de monnaies virtuelles, j'aurais pu te dire chacune d'entre elles. Quel est son avantage, quel est son inconvénient? Mais que valent les autres monnaies virtuelles? En gros, est-ce qu'il faut investir que dans le Bitcoin ou est-ce qu'il faut diversifier un maximum son portefeuille de crypto? Diversifier, oui, un maximum, je sais pas. Moi, par exemple, mon porte-monnaie est constitué à 30% de Bitcoin parce que je pense que c'est quand même la monnaie originaire. Mais pas plus, c'est-à-dire que pas plus parce que je suis quelqu'un d'un petit peu frileux quand même. Parce que quand j'investis 10 ou 15 000 euros à mon âge, pour moi, c'est une somme qui est énorme. C'est une somme qui est énorme. Et donc, à 20 ans, quand je mets 20 000 euros ou 10 000 euros sur les marchés financiers, je fais très attention à ce que je fais et je diversifie beaucoup. Et donc, tu penses que c'est plus safe de mettre un petit peu sur les bitcoins et beaucoup sur les autres plutôt que de mettre beaucoup sur les bitcoins qui, en soi, est la monnaie qui a le plus de chances d'avoir de l'avenir puisqu'elle est là depuis le plus longtemps et qu'elle se porte la mieux? C'est compliqué comme question encore. Parce que d'un côté, j'ai envie de te répondre oui à la question que tu viens de me poser, mais d'un autre côté, quand le bitcoin s'effondre, 90% des monnaies virtuelles s'effondrent avec lui. Parce que comme je te l'ai dit, il y a des monnaies virtuelles qui ont un prix qu'en bitcoin. Ouais. Donc, c'est pas évident. C'est pas évident. La diversification, c'est toujours plus sécurisé. Mais de toute façon, quand on diversifie sur plein d'autres monnaies virtuelles, on diversifie également sur le bitcoin. Okay. Car une monnaie virtuelle qui vaut 0,1 bitcoin, si demain le bitcoin il vaut 2 fois plus, bah, cette monnaie virtuelle, elle vaut 2 fois plus quand même. Donc, même quand tu diversifies, tu restes accroché au Bitcoin. Je pense qu'il faut juste faire la part des choses. Il faut estimer son risque. Il faut vraiment être sûr de ce qu'on va investir. Et quand on peut se permettre de faire des lourdes pertes, car on a déjà eu des gros gains, on peut se permettre d'agir que sur 4-5 monnaies virtuelles et d'appuyer vraiment et de mettre des placements de conviction sans trop diversifier comme je le fais moi sur 14 ou 15 monnaies auxquelles j'ai confiance. Ouais. J'ai deux autres questions qui m'intéressent aussi moi en tant qu'entrepreneur. C'est Antonin et Samuel qui me disent si on monte une entreprise où les clients nous payent exclusivement en Bitcoin, est-ce que l'entreprise a besoin d'être légitime face au gouvernement? Et ensuite j'ai une question de Samuel qui me dit j'aimerais accepter les Bitcoins sur ma e-boutique mais comment le déclarer? Faut-il le déclarer ou pas? Est-ce que tu payes une TVA? Enfin toutes les questions de fiscalité, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui se posent des questions là-dessus. Alors, pour toutes les questions de fiscalité, droit, etc., j'ai fait une vidéo justement il y a 2 semaines, qui a été très attendue d'ailleurs par ma communauté, qui répond à toutes ces questions. Alors, il y a plein d'endroits où il n'y a pas de réponse encore sur le Bitcoin, et quand il n'y a pas de réponse, on applique la loi de base, la loi, la légalité en France, ce qui est actuellement dit quand il n'y a pas de loi, en quelque sorte. Mais t'as dit, donc, j'ai dans la vidéo, je crois que t'as dit qu'il fallait pas payer, enfin, c'était pas la peine de payer de TVA, ni rien, parce que, en fait, t'échanges des bitcoins, c'est comme si t'échangeais des tomates, en fait. C'est pas considéré comme de l'argent par l'État. Donc, c'est pas du bénéfice. Par les bitcoins, c'est vrai. Mais en attendant, si tu as une société, quand un client va te payer, tu dois rentrer dans ta comptabilité. Et dans ta comptabilité, tu rentres pas des bitcoins, tu rentres des euros. Donc, en quelque sorte, tu es obligé de transformer ta monnaie virtuelle en argent réel pour faire tourner ta société. D'accord, ok. Et à ce moment-là, quand tu transformes ta monnaie virtuelle en argent réel, tu es taxé normalement comme si tu avais reçu de l'argent, quoi, tout simplement. D'ailleurs, la plupart des boutiques qui acceptent les monnaies virtuelles ne reçoivent pas la monnaie virtuelle, mais reçoivent de l'argent. En fait, elles font le change et elles changent instantanément la monnaie virtuelle en euros. T'as un site qui s'appelle BitPay qui permet de mettre des boutons de paiement en Bitcoin et de se faire payer soit en Bitcoin, soit instantanément en euros à la valeur de l'euro actuelle, quoi. Tout à fait. Comme Coinbase, comme CoinGate et comme plein d'autres sociétés dans le monde qui proposent ça de plus en plus. Donc t'as pas le droit donc pour l'instant, en gros, pour schématiser, t'as pas le droit de te faire payer en Bitcoin si tu vends des produits aujourd'hui. Ah non, tout à fait, tu as tout à fait le droit, hein. C'est tout à fait de recevoir l'argent en Bitcoin. Recevoir l'argent en Bitcoin, oui, et d'ailleurs tu devras la conserver en Bitcoin. Alors moi je sais que c'est un schéma un petit peu compliqué et mon propre comptable s'arrache les cheveux, hein, concrètement. Je pense en effet que si tu conserves l'argent dans ta société, que tu conserves tes bitcoins dans ta société, tu n'auras pas d'imposition dessus. Après, ça va être compliqué parce que si tu conserves ton bitcoin, tu ne vas pas pouvoir mettre
ça va être très compliqué au niveau de l'argent que tu vas avoir sorti et rentré. Normalement, dans une société, c'est très simple. Tu achètes un produit 8 euros, tu le vends 12. Tu as fait 4 euros de bénéfice. Mais si ces 12 euros, tu les gardes en Bitcoin, tu t'exposes à un risque. Parce que si le Bitcoin s'effondre, tu vas perdre de l'argent. Et donc, il va y avoir plein de questions qui vont se poser et je peux pas te donner une réponse précise pour un seul cas puisque ça va être différent de plein d'entreprises. Une entreprise qui vend des services ou une entreprise qui vend des biens, une entreprise qui désire garder la monnaie virtuelle ou l'échanger contre des euros ou celle qui désire faire moitié-moitié. Il va y avoir une réponse précise et particulière à toutes ces différents types d'activités. Donc, je pense le mieux, c'est d'aller sur Internet, regarder par exemple ma vidéo, regarder pas mal d'articles là-dessus, se faire une idée bien précise en fonction de ce que l'entreprise a comme objectif, ce qu'elle désire faire en monnaie virtuelle. Et si jamais c'est des questions qui sont bien particulières, car ce sera toujours des cas particuliers, ne pas hésiter à se tourner vers un YouTuber ou quelqu'un qui connaît un petit peu ça pour avoir une réponse précise. Parce que c'est compliqué de trouver un juriste ou un comptable qui sait ce que c'est que le Bitcoin déjà et qui peut les gérer, quoi. Donc c'est vrai que c'est encore une question, c'est une question qui est liée au fait que ce soit nouveau, mais j'imagine que ça va être régulé dans les années qui suivent par les États. Ce serait même plutôt bon signe pour l'avenir de la monnaie, je suppose. Tout à fait. Aujourd'hui, il y a de plus en plus d'avocats qui s'intéressent à ça, donc ça devient de moins en moins difficile. Je m'excuse auprès de celles et ceux qui vont contacter un avocat pour pouvoir avoir des réponses sur les monnaies virtuelles et qui vont payer 400 euros de l'heure. C'est une honte. Je le dis, c'est une honte, mais les avocats qui sont en place et qui sont compétents sont conscients qu'ils sont très peu et du coup, ils font payer des prix horribles. Ne le faites pas. Vraiment, ne le faites pas. Tournez-vous vers nous. On va vous répondre. Moi-même, je dis clairement, s'il y a une entreprise qui veut se lancer, qui veut accepter les monnaies virtuelles, moi, je mettrai à disposition mon équipe de comptables et tant qu'à faire, que ça donnera du travail à mon comptable puisque son objectif à lui, c'est d'avoir plus d'entreprises. N'hésitez pas, il y a des gens qui sont honnêtes dans le milieu, qui commencent à avoir des compétences là-dedans et vous pouvez trouver des réponses à vos questions sans avoir à payer une fortune. Il faut juste prendre un petit peu de temps, une petite heure de recherche sur Internet, en tombant sur les bonnes personnes et on obtient les bonnes réponses sur sa fiscalité, son environnement légal. Et dans le doute, quand on ne sait pas, il faut rester moral. C'est-à-dire que dans le doute, quand on ne sait pas si on doit déclarer son argent, on prend le temps de chercher et on s'adresse aux bonnes personnes pour essayer de faire ça dans les normes. Et c'est toujours ça le point d'honneur à respecter dans les monnaies virtuelles. Quand on ne sait pas, on essaye de savoir et on se dit pas « Oh j'en ai aucune idée, tant pis, j'attendrai qu'on vienne me chercher des poux ». Il faut jamais réagir comme ça. C'est pas faux. Il reste deux petites questions. Une question de Pep Clint qui me dit: tu penses quoi du fork à venir du 25 octobre? Le Bitcoin va-t-il chuter? Quels sont tes altcoins préférés? Bon, ça. Un fork, juste pour rappeler, j'en ai déjà parlé, je crois. C'est quand on fait une mise à jour. Tu me diras si je me trompe ou si c'est pas les bons termes. C'est quand on fait une mise à jour du code de la monnaie pour la rendre peut-être plus flexible ou plus simple pour supporter la demande et la croissance. Et que, du coup, comme tout le monde n'est pas d'accord, on va diviser cette monnaie en deux, la monnaie ancienne et la nouvelle monnaie avec la mise à jour, c'est ça? C'est ça. En fait, il y a deux types de fork. Il y a le soft fork et le hard fork. Ouais. Le soft fork, c'est juste une mise à jour logicielle, une petite implémentation. Et si jamais cette implémentation ne convient pas à la communauté, à ce moment-là, il y a un hard fork et on transforme cette monnaie en deux nouvelles monnaies. La monnaie ancienne, qui n'a pas eu le fork, qui n'a pas eu la modification, et cette nouvelle monnaie avec cette mise à jour logicielle. Voilà. Alors, en fait, il va y avoir deux hard forks importants. Le 25 octobre, le premier, qui est un peu moins important, et le second, qui va être mi-novembre, qui lui est crucial pour le Bitcoin de base qu'on connaît aujourd'hui. Alors, encore une fois, pour répondre proprement à cette question, il me faut 25 minutes, des schémas, des articles, et pour pouvoir vulgariser et expliquer à tout le monde quelle est vraiment l'importance des 30 prochains jours qu'on va vivre là, en fin octobre, début novembre, j'ai sorti une toute dernière vidéo d'ailleurs qui a été sortie sur ma chaîne il y a 2 jours et qui détaille la réponse. Donc, c'est ce que pour dire, répondre précisément à cette personne. C'est d'aller voir tes vidéos parce que tu rentres dans les détails à chaque fois. En attendant, ce qui se passe pour le 25 octobre, c'est qu'il va y avoir un nouveau Bitcoin, tout simplement. C'est un hard fork, hein. C'est un nouveau Bitcoin, mais qui est différent dans le sens où le mining, le système de vérification des transactions, se fait pas par processeur, comme je te l'ai expliqué tout à l'heure, avec des machines exprès, mais se fait par carte graphique. Ce qui permet à monsieur tout le monde qui a un ordinateur de gamer de miner du Bitcoin, par exemple. Voilà. Et le deuxième fork, lui, il est beaucoup plus compliqué. Vraiment, c'est pour ceux qui s'intéressent au Bitcoin. Donc, je redirige vraiment vers la vidéo, car c'est pas possible de te le détailler maintenant à l'oral. Mais en attendant,
Ce qui se passe, c'est que si aujourd'hui, toi, Antoine, tu as un Bitcoin, le 25 octobre, tu vas avoir le droit à un Bitcoin et à un Bitcoin Gold, le premier fork, et à mi-novembre, tu vas avoir le droit de garder ton Bitcoin normal et en plus avoir un Bitcoin Segwit 2x. Ouais. En effet, il va y avoir 2 hard forks, du coup 2 nouvelles monnaies, et du coup, comme c'est un hard fork du Bitcoin, tous ceux qui ont des Bitcoins vont avoir le droit d'avoir ces nouvelles monnaies. Et c'est peut-être pour ça que le Bitcoin, il prend de la valeur aujourd'hui. Parce que ça veut dire qu'un Bitcoin aujourd'hui, c'est égal à un Bitcoin plus un Bitcoin Gold le 25 octobre, et c'est égal à un Bitcoin plus un Bitcoin Gold plus un Bitcoin Segwit 2x mi-novembre. Et donc le Bitcoin d'aujourd'hui, c'est également des droits d'entrée pour ces nouvelles monnaies. Et c'est pour ça que le Bitcoin a tendance à prendre de la valeur aujourd'hui. Alors, est-ce que le Bitcoin va s'effondrer tout de suite après la distribution de ces monnaies, ce qui est possible? S'effondrer, je pense pas, mais je pense qu'il y aura quand même une petite baisse, forcément, parce que juste après, quand il y aura eu la distribution de ces monnaies, eh bien, le Bitcoin ne vaudra plus que le prix du Bitcoin, en quelque sorte. Et après, on n'est jamais à l'abri d'un Segwit 2x qui, d'un coup, est plus intéressant que le Bitcoin qu'on connaît. Et donc, le Bitcoin qu'on connaît, ça devient la chaîne secondaire, il s'effondre, et c'est le nouveau Bitcoin qui devient la monnaie mère, quoi, en quelque sorte. Ouais. Car le Segwit 2x, lui, il a bien pour objectif, donc le second hard fork, celui qui a lieu en mi-novembre, lui, il a bien pour objectif de devenir le nouveau Bitcoin, ce qui n'est pas du tout la prétention du Bitcoin Gold qui apparaît le 25 novembre. Lui, c'est vraiment un nouveau, le 25 octobre, excuse-moi. Lui, c'est vraiment un nouveau format. Ok, bon, alors c'est vrai, parce que dès qu'on évoque une réponse à une question, ça soulève 10 autres questions, donc enfin le mieux c'est d'aller voir ta chaîne, parce que tu prends le temps d'y répondre à chaque fois. Du coup, je te propose qu'on passe à la dernière question, qui est une question de Lanco, qui me dit, la question fatidique, est-ce que le Bitcoin deviendra un jour plus populaire et plus utilisé que la monnaie normale? Qu'est-ce que t'en penses? Waouh! Ça, c'est la question. Alors, je l'ai gardé pour la fin, là. Je veux juste t'embêter avant de terminer. Si ce moment arrive et que le Bitcoin est toujours la monnaie mère à ce moment-là, oui, on aura un Bitcoin qui dépassera les 100 000 euros. Pour répondre à ta question de tout à l'heure. D'accord. Si ce moment arrive, on va avoir un Bitcoin qui va dépasser des valeurs exceptionnelles. Par contre, la monnaie numérique, est-ce qu'elle dépassera la monnaie classique? C'est possible, d'accord? Encore une fois, c'est un peu du pile ou face, ce que je te dis. J'ai pas vraiment de recherche derrière qui me font dire que oui. Mais si on se rend compte qu'il y a de plus en plus de transactions numériques et de moins en moins de cash. Et en fait, le Bitcoin, c'est le cash numérique en quelque sorte. C'est un moyen d'échanger, mais ça fait également office de virement. Ça fait monnaie, ça fait cash et transactions numériques en même temps. Si on se rapproche d'une société où toutes les transactions se feront sur Internet, où on commandera en ligne, où il y aura de moins en moins de boutiques et que même en boutique, on va payer par ces moyens de paiement, il est possible qu'un jour, je vais pas rester sur Bitcoin, je vais plutôt utiliser le mot monnaie virtuelle. Il est possible qu'un jour, les monnaies virtuelles dépassent les transactions classiques. Voilà. Car je pense que même les sociétés comme Visa, qu'on est loin de dépasser avec les monnaies virtuelles aujourd'hui, car les transactions classiques en euros sont de très loin devant les transactions crypto-monétaires, on va dire, donc les transactions en monnaie virtuelle pour le moment. Il est possible qu'un jour, si ces grosses sociétés s'orientent elles aussi vers les monnaies virtuelles, qu'on dépasse les transactions classiques. Oui, tout à fait, c'est possible. Beaucoup de gens ont l'impression que ça y est, que les monnaies ont atteint leur apogée et tout. Mais en fait, si tu regardes vraiment parmi les vrais gens, tu vois, pas juste les passionnés et les geeks, la plupart des gens en ont à peine entendu parler. Moi, j'ai plein d'amis qui savent même pas ce que c'est, qui ont jamais entendu le mot, d'autres qui en ont entendu parler, mais qui se verraient jamais investir dedans, d'autres qui ont pensé, mais tu vois, en vrai, le nombre de gens qui ont vraiment investi dedans et qui investissent sérieusement et qui en achètent beaucoup reste encore aujourd'hui extrêmement faible par rapport au potentiel d'utilisateurs qu'il pourrait y avoir si ça devient une monnaie mainstream ou ça devient un moyen de paiement à la hauteur de Visa ou de Mastercard, donc c'est quand même assez enthousiasmant pour le futur. Moi j'avais une dernière petite question perso, ton style d'investissement c'est quoi? Tu fais un peu du trading, t'essayes de faire des profits à court terme ou juste tu stockes, t'investis tous les mois la même somme pour que sur le long terme tu puisses en récolter les gains? Je fais de tout. D'un côté j'investis dans des machines qui vont créer de la monnaie virtuelle et qui vont vérifier des transactions et récupérer des commissions, premièrement. Deuxièmement, je fais que du stock. Tous les mois, je rajoute un petit peu d'argent sur un espèce de gros porte-monnaie et je conserve plusieurs monnaies de conviction. Et de temps en temps, quand je sens mal une monnaie ou que je sens bien une autre monnaie sur du court terme, ça m'arrive de revendre certaines monnaies, d'en racheter d'autres en petite partie. C'est toujours 5 à 10% de mon porte-monnaie, histoire de surfer un petit peu mieux sur la vague. Même si je conserve plein de monnaies et que je suis sûr qu'à l'avenir, elles vont prendre de la valeur,
si jamais un jour je sens qu'une monnaie virtuelle peut s'effondrer demain, je préfère la vendre et racheter une autre monnaie et laisser passer demain pour voir ce qui se passe, tout simplement. Ok, bah écoute, merci beaucoup Owen. Je trouve enfin moi c'est quelque chose qui m'enthousiasme énormément. Et comme toute chose de laquelle je suis passionné, j'aimerais que plus de gens en parlent. Et je trouve qu'il n'y a pas assez de gens aujourd'hui, pas assez de créateurs de contenu qui en parlent sur Internet. Toi tu le fais très bien, il y en a d'autres que je connais. C'est pour ça aussi que j'ai voulu le faire, même si je suis pas un expert. J'ai voulu vraiment parler aux débutants avec un langage de débutant, faire de la vulgarisation comme toi. Et je vais continuer à en parler assez souvent parce que j'y crois beaucoup. En tout cas, voilà, tous ceux qui veulent aller plus loin, c'est-à-dire pas seulement s'y intéresser de loin, mais vraiment avoir toutes les infos sur les derniers hard forks, sur les nouvelles mises à jour, sur tout ce qui se passe dans la communauté Bitcoin et dans l'actualité Bitcoin, et des Bitcoins et des autres crypto-monnaies d'ailleurs, je vous invite à aller voir la chaîne Asher, aller voir la chaîne de Wen qui est vachement bien. Bien sûr, le lien est en description. Et puis voilà, si t'as un mot de la fin, je te laisse le dire. Merci à toi encore une fois. N'hésitez pas à vous intéresser à cette technologie. N'hésitez pas à creuser, à monter vos propres projets, à vous engager, à monter votre entreprise si vous en avez les moyens et que vous avez des idées, à proposer votre service, votre produit ou vos idées à cette technologie-là, à en parler, à investir, bien sûr, dans la limite de ce que vous pouvez vous permettre de perdre, car ça reste un milieu qui est vraiment à risque. Je tiens à le rappeler. C'est encore risqué parce que c'est tout jeune, parce que ça part dans tous les sens et que ça grossit très vite et parfois trop vite. Voilà pourquoi c'est risqué. Faites attention à vous, prenez le temps de vous poser les bonnes questions, restez toujours modéré, c'est le secret pour avoir des déceptions et des réussites modérées. Et en attendant, n'hésitez pas à toujours chercher la petite bête pour proposer quelque chose de toujours mieux et d'avancer dans ce monde-là qui est un monde qui est peut-être le monde de demain, tout simplement. Merci Owen, à bientôt. À bientôt, au revoir.